Alors donc, publication du cours de Bourdieu sur l'État, donc. Publication, ça veut dire reconstruction, restauration, diffusion, autant de choses qui auraient intéressé sans doute dans le détail Pierre Bourdieu. Et donc, je ne vous dirai rien, sauf que la difficulté en face de ce livre, comme n'importe quel livre de sociologie, est multiple. Et au fond, nous avons affaire, et nous en reparlons toute la journée, de la dynamique du travail intellectuel de Pierre Bourdieu, deuxièmement, de la transmission du travail intellectuel par Pierre Bourdieu. Nous avons commencé ce matin. Et enfin, nous avons à parler du travail de Pierre Bourdieu sur la politique. Si je voulais m'amuser avant de donner la parole à mes interlocuteurs, je dirais Pierre Bourdieu dans son poil, bien qu'il soit un adversaire farouche de Descartes, Pierre Bourdieu dans sa chair, et ça a un rapport évidemment avec le professorat, et Pierre Bourdieu derrière son mégaphone, ce qui a rapport entre son engagement intellectuel et la rue. Alors, je ne dirai rien de ce que j'avais prévu à dire, mais j'ai tout de suite une difficulté puisque j'ai à présenter une session consacrée à l'État moderne et consacrée au pouvoir symbolique. Alors, j'ai une difficulté parce que l'État moderne est une notion historique et j'ai deux historiens de part et d'autre. Et le pouvoir symbolique est une notion qui non seulement est moderne, mais aussi contemporaine et qui peut intéresser le politiste, sur laquelle d'ailleurs le politiste aurait des choses à dire. Je ne sais pas si nous aurons le moyen de les dire, mais je ne les dirai pas. Et donc je me tourne tout de suite dans mon travail de présentation vers mes deux interlocuteurs qui sont connus. L'un, parce qu'il représente un point de vue éloigné à celui de Pierre Bourdieu, quoique il est souvent rencontré Pierre Bourdieu et discuté avec lui. C'est Pierre-Étienne Will, qui est historien de la Chine et qui va nous faire un voyage en Chine en nous montrant l'intérêt de ce déplacement du point de vue et de l'éloignement du point de vue dans le travail du cours. L'autre est Jean-Philippe Genet, qui lui aussi a rapport avec la comparaison, qui est un thème absolument essentiel dans le travail de Pierre Bourdieu. Il est d'ailleurs bien connu pour avoir longuement réfléchi sur la comparaison entre la France et l'Angleterre en matière d'État, ce qui n'est certainement pas quelque chose de sans importance. Mais il est aussi connu pour avoir animé un long programme de travail autour de l'État, programme de travail qui a d'abord pris la forme d'une ATP-CNRS et ensuite qui est devenu un programme de la Fondation européenne de la science, qui a donné lieu à toute une série d'ouvrages, tous plus intéressants les uns que les autres, et que nous, sauf ceux qui sont historiens, ignorons tous autant que nous sommes. Donc, il nous en apprendra sans doute plus. Mais je passe tout de suite la parole à Pierre-Étienne Will sur la Chine pour 25 minutes. Merci. J'ai eu des échanges très réguliers avec Bourdieu pendant la dizaine d'années où nous avons été collègues au Collège de France. Et je savais que son enseignement le préoccupait toujours beaucoup. Mais cet enseignement, je ne l'avais jamais écouté. Et je le découvre donc à travers le livre qui nous réunit aujourd'hui. Comme on l'a déjà rappelé ce matin, l'enseignement de Bourdieu était très réflexif. On ne compte pas en effet dans le livre en question les endroits où Bourdieu s'interrompt pour se poser des questions sur ce qu'il dit et sur sa manière de le dire, pour expliciter sa démarche, rassurer son public, ou telle fraction de ce public qu'il décrit quelque part, et très justement, comme un public à plusieurs vitesses, réagir à des questions, voire pour s'excuser de ses difficultés et de ses doutes, de ses rabâchages et piétinements, comme il dit quelque part, de ses annonces qui n'en finissent pas d'être repoussées, et ainsi de suite. Déposer brut sur le papier, ça pose évidemment quelques problèmes, et ce sont des problèmes qui m'intéressent directement. Le rythme et surtout la trajectoire du cours ne sont par définition pas ceux d'un livre. La devise du Collège de France, comme chacun sait, c'est d'enseigner la recherche en train de se faire. L'auditeur est supposé suivre en temps réel la progression d'une pensée, d'un questionnement, d'une exploration, avec tous les allers-retours et tous les méandres que cela implique, toutes les incertitudes aussi. Ça ne peut pas faire une lecture facile. J'ignore si l'on pourrait dire la même chose de tous les cours du Collège de France, si l'on s'amusait par extraordinaire à tous les publier sous cette forme. Sans doute d'autres sont-ils plus proches d'une recherche déjà maîtrisée et prête à être communiquée. Certainement pas les miens d'ailleurs.
Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que dans le cas présent, on retrouve une voix et une personne avec une immédiateté tout à fait saisissante, une voix et une personne qui nous manque, et ne serait-ce que pour cela, il faut être infiniment reconnaissant à tous ceux qui ont réalisé cette édition et qui l'ont réalisée si bien. Si je devais me définir professionnellement, ce serait comme historien, sinologue-historien en l'occurrence. Bourdieu a beaucoup utilisé les historiens, il les respecte, et il attend beaucoup d'eux, je puis en témoigner, mais il lui pose clairement un problème. La mise en opposition de ce qu'il désigne comme deux champs, marqués chacun par ses habitus, donc d'une part les historiens maîtres de leur petit monopole, comme il dit quelque part, avec leur propre système d'autocensure, etc., etc., et d'autre part les sociologues, cette opposition revient sans cesse, c'est même un peu une obsession. Plus spécifiquement, face à ceux qui se contentent, je cite, qui se contentent de cumuler des histoires, Bourdieu met en face d'eux donc ceux qui, je cite de nouveau, essayent de construire des modèles systématiques, de rassembler un ensemble de traits liés par des relations contrôlées et susceptibles d'être validées ou falsifiées par la confrontation avec le réel. Il analyse un certain nombre d'auteurs qui ont tenté de faire cela, avec plus ou moins de succès d'après lui, et bien sûr, cette description correspond à son propre projet sur la jeunesse de l'État. Cela étant dit, une telle opposition est-elle inévitablement, fondamentalement, je veux dire, au-delà des techniques, des pratiques et des habitus professionnels? Je n'en suis en fait pas si sûr. Il y a le métier particulier de l'historien, certes, dont Bourdieu admet l'importance et la spécificité, et qui ne s'improvise pas. Il y a une certaine exigence positiviste, n'ayons pas peur de le dire. Il y a aussi le feeling pour une époque, un terrain, une problématique ou tout ce qu'on voudra, qu'on s'acharne à acquérir en s'immergeant dans les sources, ce qui vous protège des généralisations hasardeuses et des affirmations trop rapides, mais qui comporte aussi un risque évident d'enfermement dans des problématiques limitées. Mais après tout, je suppose que les sociologues sérieux ont à peu près les mêmes exigences et je suppose aussi qu'ils sont exposés à peu près aux mêmes risques. Et j'ajouterai, en passant, qu'il y a eu récemment plusieurs historiens, donc postérieurs au cours de Bourdieu, qu'il y a eu récemment plusieurs historiens, très historiens, qui ont tenté eux aussi de construire des modèles systématiques fondés sur la mise en regard des expériences historiques d'un bout à l'autre de l'Eurasie. Allons plus loin dans le rapprochement. Je dis souvent, dit Bourdieu, qu'une des motivations inconscientes qui portent à devenir sociologue, c'est ce plaisir de découvrir les arrière-boutiques, les arrière-scènes ou les coulisses. Et il dit cela à propos des commissions publiques, dont il parle beaucoup. Cette vision, je cite toujours, cette vision pourrait être la sociologie spontanée du sociologue demi-savant, pour qui le monde est un théâtre et ça s'applique très bien à l'État. Certes, Bourdieu met en garde contre les limites d'une telle posture, dont il admet la légitimité, mais qui, dit-il, risque de laisser échapper quelque chose d'important. Mais tel que je l'aperçois, sa propre démarche se situe dans une perspective finalement tout à fait analogue. Ainsi, dit-il, ailleurs, que ce qu'il essaie de, et il le dit souvent, que ce qu'il essaie de transmettre dans son enseignement du métier de sociologue et qui fonde son programme de recherche, c'est, je cite, une manière de construire la réalité qui permet de voir les faits que normalement on ne voit pas. Qu'on ne voit pas parce que cela va de soi. Et c'est un point qui revient, encore une fois, très souvent. Pour ne donner qu'un exemple, il s'attache longuement à démonter ce qu'il appelle l'officiel, à le mettre en pièces, afin de mettre en évidence ce que ça recouvre, comment sont mises en œuvre les fameuses ressources symboliques, pour camoufler ou faire oublier un certain nombre de choses, et ainsi de suite. Comme il le dit encore quelque part, il fait une sociologie négative, de rupture avec les prénotions. Or, toutes choses égales par ailleurs, j'ai toujours essayé de faire un peu la même chose dans mon travail. Peut-être d'ailleurs est-ce pour cela que le courant est si facilement passé entre nous dès la première rencontre, qui était en fait qui n'était autre que ma visite de candidature, alors que, je l'avoue, je n'avais pas lu une ligne de lui et n'avais jamais assisté à ses cours. Les sources de l'histoire chinoise invitent tout particulièrement, ou devraient tout particulièrement inviter, il me semble, à pratiquer une sorte d'histoire négative, pour le coup, ou à tout le moins d'histoire hypercritique. Pourquoi cela ? Parce que l'historiographie chinoise conventionnelle, celle qui nous est le plus immédiatement accessible et celle avec laquelle nous apprenons notre métier, est totalement structurée, écrasée même par le discours dominant, qui est de près ou de loin le discours de l'État. Or, si l'on se donne la peine de chercher un peu,
il est tout à fait possible de dépasser cela, car les matériaux ne manquent pas, surtout aux époques plus récentes dont je m'occupe, avec lesquels on arrive à dépasser ce discours, à le fouiller aux interstices, à le contourner, voire à le prendre carrément en défaut. C'est ce que j'ai beaucoup fait dès le début dans mes recherches sur la bureaucratie impériale chinoise. D'instinct, en quelque sorte, car c'était cela qui m'intéressait, ne serait-ce qu'en raison de l'invraisemblance fréquente des représentations conventionnelles de l'action bureaucratique. Peut-être y étais-je aussi encouragé par la série fameuse de conférences d'Étienne Balache, grand pourfendeur de la doxa sinologique, publiée en français en 1968 sous le titre « Théorie politique et réalité administrative dans la Chine traditionnelle ». Plus récemment, j'ai consacré pas mal de temps à analyser le jeu entre les représentations et les réalités, mot que je mets entre guillemets bien sûr, dans la vie des gens ordinaires, des absents du discours historique, tels que les révèlent les sources judiciaires, lesquelles constituent un magnifique matériau pour la sociologie, à condition d'être scrutés avec la compétence requise. Et ce n'est pas toujours facile. Et j'ai consacré ma dernière série de cours ici à des matériaux autobiographiques non destinés à la publication, totalement hors convention, qui, là aussi, mettent sérieusement en question ce qui est supposé aller de soi. Pour revenir à l'État, je crois que dans le cas chinois, il est essentiel de distinguer entre l'État et le régime dynastique, malgré l'ambiguïté de la terminologie. Ainsi, le même mot, Guojia, qui en chinois moderne signifie l'État, au sens où nous l'entendons tous les jours, ou alors la nation, désigne dans la langue impériale officielle le régime dynastique, la maison impériale, et seulement de façon accessoire l'organisation bureaucratique sur laquelle elle s'appuie. De la même façon, Guo, c'est aujourd'hui le pays, l'État-nation, alors qu'à l'époque impériale, c'était plutôt les sujets de l'empereur. Le référent, c'était la maison régnante qui, en quelque sorte, portait légitimement la civilisation chinoise, plutôt qu'un peuple, un territoire ou une structure politique, même si ces nuances ne sont pas absentes. Bourdieu parle quelque part, au début de son cours, de l'État comme quasi-dieu, parce que, comprend-on, l'État, je cite, l'État est une entité théologique, c'est-à-dire une entité qui existe par la croyance. Dans le contexte de la Chine traditionnelle, cette notion n'aurait guère de sens, s'agissant en tout cas de l'État purement exécutif dont je parle. Et c'est la même chose si l'on parle de l'État comme entité non plus théologique, mais juridique, ce qui lui conférerait semblablement une personne, au sens de personne morale ou de personne juridique cette fois, et non pas divine. Il n'y a rien de tel en Chine. Mes réflexions là-dessus, qui sont loin d'être abouties, ont été déclenchées en fait par une question d'une auditrice lors d'un des séminaires sur le thème Chine, démocratie et droit que nous avions conduit avec Mireille Delmas-Marty en 2003. La question était, un simple particulier peut-il s'attaquer à l'État impérial, lui demander réparation? La réponse était non, d'emblée. Mais une fois cela dit, toute une réflexion était nécessaire pour expliquer en quoi et pourquoi. C'est ce que j'ai essayé de faire dans un chapitre de l'ouvrage issu de ce séminaire portant sur le titre « Le contrôle de l'excès de pouvoir sous la dynastie des Ming » et qui tourne en partie autour de ce qui pourrait être considéré comme une constitution de l'État impérial, en tout cas sous cette dynastie particulière. Plutôt qu'un long discours, voici ce que j'ai écrit quelque part dans ce chapitre, je simplifie un peu au passage, mais qui devrait être suffisamment parlant. Je me cite cette fois-ci donc. Il ne faut pas perdre de vue que, dans le cas de la Chine impériale, l'État, entre guillemets, est d'une certaine manière une facilité de langage. Il n'existe pas en tant qu'entité juridique susceptible d'être mise en cause devant une instance indépendante et dont on pourrait exiger une réparation. Sur ce plan, l'État et les institutions qu'il compose se confondent avec les personnes. On ne dénonce pas un ministère, mais le ministre un tel, ni un bureau, mais les fonctionnaires qu'il compose, ni une administration locale, mais le fonctionnaire en titre qui tolère ou couvre les agissements de ses subordonnés. Fin de citation. L'État impérial chinois n'est donc pas une personne, ni divine, ni juridique, à qui l'on s'adresserait et qui vous répondrait. J'admets que la tentation d'en parler comme d'une entité autonome et agissante est irrésistible, parce que c'est tellement plus pratique en Chine comme ailleurs. Bourdieu dit quelque part, toujours vers le début de son cours, je cite, « Je pourrais vous citer des kilomètres de texte avec le mot État comme sujet d'action, de proposition. C'est une fiction tout à fait dangereuse qui nous empêche de penser l'État. Et, ajoute-t-il, c'est aussi ce que fait la tradition marxiste, l'État fait ceci, l'État fait cela, etc. Mais en dépit de toutes ces précautions oratoires et théoriques pour se garder d'utiliser le mot État comme sujet grammatical, Bourdieu n'arrête pas de le faire.
Je sais que ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire, mais au fil de la lecture, on a bien souvent l'impression d'avoir affaire à une sorte d'être tentaculaire, d'état-pieuvre, déterminé à mettre la main sur tout, à tout récupérer et tout régenter. Comme si, chez Bourdieu, l'affect l'emportait parfois sur la théorie, suis-je tenté de dire, et que l'urgence de mettre au clair toutes les formes de domination et de violence, symbolique ou autre, vous poussait à désigner un responsable ou l'équivalent d'un responsable. Dans le cas chinois, l'entité théologique qui existe par la croyance, pour revenir à cette notion, et à qui l'on peut s'adresser et qui peut vous répondre, ce n'est pas l'État, c'est l'empereur et le régime dynastique qu'il incarne, légitimé par le patronage du ciel. Les deux choses doivent être absolument distinguées, je crois, et cela jusqu'au bout, et d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, où c'est le parti qui tient la place du régime dynastique. Dans le cas dont nous parlons, ce qu'on appelle par convention État se limite à la somme d'un certain nombre d'institutions et d'organismes, des personnes qui les font fonctionner et des textes qui les régissent. Et c'est d'ailleurs une des définitions envisagées par Bourdieu. Le mot qui correspond le mieux à tout cela, en fait, plutôt que Guotia, dont je parlais, c'est Quan, qui signifie d'abord fonctionnaire et qui en même temps qualifie tout ce qui relève de l'appareil d'État, lui appartient, est contrôlé par lui. Par exemple, le domaine public par opposition à la propriété privée, mais aussi l'argent public, l'autorité exercée par la bureaucratie, les lois et les règlements, et ainsi de suite. Cet appareil d'État est en fait partagé entre deux missions. Premièrement, la gestion des intérêts collectifs, prise très sérieusement par la théorie et n'excluant aucune classe sociale, ce qu'on pourrait appeler le service public. Et deuxièmement, le service de la maison impériale, laquelle possède par ailleurs sa propre administration palatiale. L'État est là pour l'entretenir, la faire durer, augmenter sa gloire, sa puissance et son rayonnement au-delà des frontières. Et en fait, le service public y contribue aussi, puisque la prospérité et le contentement du peuple sont par excellence un signe de légitimité, et qu'en outre, c'est un gage de stabilité politique. Il y a beaucoup de propositions dans le cours de Bourdieu que j'aurais envie de développer par référence à mes propres préoccupations, si j'en avais le temps. Par exemple, l'État que, je cite, l'État n'est pas un bloc. L'idée que l'État n'est pas un bloc, c'est un champ. Le champ administratif, je continue la citation, le champ administratif, comme secteur particulier du champ de pouvoir, est spécifique, est un champ, c'est-à-dire, oui, c'est une tautologie spécifiquement bourdieusienne d'ailleurs. Le champ administratif est un champ, c'est-à-dire un espace structuré selon des oppositions liées à des formes de capital spécifiques, des intérêts différents. Voilà bien quelque chose que l'historiographie traditionnelle chinoise tente à camoufler derrière un discours unanimiste et moralisant. Ou encore cette notion, je cite de nouveau, d'une sociologie spontanée de l'État qui s'exprime dans ce qu'on appelle parfois la science administrative, c'est-à-dire le discours que les agents de l'État produisent à propos de l'État, véritable idéologie du service public et du bien-être, et du bien public. Fin de citation. La science administrative est décrite dans ces termes, je l'ai beaucoup étudiée, et c'est pour le coup tout à fait central dans l'État chinois tel que je l'ai défini. Et il arrive en fait, et là ça devient intéressant, il arrive en fait que l'idéologie du service public et du bien public soit opposée au pouvoir dynastique, à ses actes et à ses initiatives, par ceux qui en sont les porteurs. Et certains parmi eux répondent bien à la description de ces gens que Bourdieu appelle les héros de l'officiel. Je cite encore, « Le héros bureaucratique, dit-il, est quelqu'un dont la fonction majeure est de permettre au groupe de continuer à croire dans l'officiel, c'est-à-dire dans l'idée qu'il y a un consensus du groupe sur un certain nombre de valeurs indépassables dans les situations dramatiques où l'ordre social se trouve profondément mis en question. » J'ajouterai, même en l'absence de situations dramatiques, en fait, mais simplement face aux missions incroyablement difficiles qui étaient assignées aux bureaucrates de l'Empire. Et je me suis pour ma part beaucoup intéressé à une certaine élite administrative, minoritaire certes, mais influente, à travers laquelle on pouvait en effet continuer de croire à un certain nombre de valeurs, non seulement indépassables, mais quasi utopiques dans leur application stricte. Et c'est à mon avis en grande partie grâce à ces gens, à ces héros, et au modèle qu'ils diffusaient, que la bureaucratie impériale a été capable de déployer une efficacité beaucoup plus réelle et beaucoup plus grande qu'on ne le pense souvent. Mais j'en viens, il est grand temps, à la question de la jeunesse de l'État.
L'État, explique Bourdieu, est un mystère mystère, c'est le mot qu'il emploie, que l'on comprend mieux en étudiant la Genèse. On voit les choses se former en partant du Moyen-Âge, dit-il, et au prix d'un travail d'histoire comparée. Bourdieu parle surtout de l'Angleterre et de la France, également du Japon, encore que ce qu'il a à dire du Japon soit assez décevant, car s'il daube volontiers sur l'orientalisme, il ne s'en protège pas toujours, et surtout, il ignore des pans fondamentaux dans la genèse de l'État japonais, à commencer par le rôle historique massif joué par le modèle chinois. En revanche, il parle assez peu et un peu vaguement de la Chine, en dehors de quelques pages sur la question de la corruption, basée d'ailleurs sur un de mes articles, que j'avais dû passer lors de cette fameuse visite de candidature. Il convient, d'après la chronologie, il convient donc de se demander quelle contribution la Chine peut apporter au programme comparatif de généalogie historique de cette chose qu'on appelle l'État, à cette entreprise monstrueuse, démesurée, décourageante que Bourdieu s'est assigné dans ce cours. L'une des idées fortes exprimées dans ce cours, donc, est que, je cite, l'intérêt principal de cette recherche sur la genèse de l'État, c'est la clarté des commencements. Et cela parce que dans les commencements, on est obligé de dire encore des choses qui vont sans dire, parce que la question ne se pose plus, parce que justement l'État a pour effet de résoudre le problème de l'État. Que faut-il en penser dans notre cas? Même si la genèse de l'État chinois moderne a été un processus de longue durée, l'État chinois, dans la définition restrictive que j'en ai donnée, existe depuis très longtemps. Disons depuis les régimes légistes qui ont émergé à partir de du IVe siècle avant notre ère et qui ont conduit à l'unification impériale dès la fin du siècle suivant. Or, ces légistes, comme on les appelle, n'ont pas construit une fiction juridique, ils ont conçu une organisation intégrée de la société et du gouvernement très réelle, révolutionnaire à bien des égards, entièrement placée au service du souverain et servie par des gens extérieurs à sa maison, révocables et non héréditaires. Les choses étaient effectivement très claires au moment de cette émergence, mais il me semble qu'elles le sont restées par la suite. Je veux dire que pour une partie de l'opinion lettrée, du milieu donc où se recrutaient les serviteurs de l'État, elles ne sont jamais allées de soi, au sens où elles auraient été intériorisées au point d'être perdues de vue. Ce qui est intéressant, en effet, c'est que le débat politique et idéologique n'a jamais cessé entre, d'une part, les porteurs de ce principe d'organisation intégrée et concentrée, fondée sur la loi, sur l'autorité et sur la force, et d'autre part, les tenants d'un retour aux sources, à un modèle antique qui, pour le coup, était une fiction, mais une fiction qui tirait sa force du fait qu'elle était enracinée dans le corpus des textes classiques. Et ce qui s'est élaboré en fin de compte, c'est un compromis entre les deux, et un compromis sans cesse revisité. L'une des thèses formulées par Bourdieu est que ce n'est pas l'État-nation qui est premier par rapport à l'État comme ensemble de services d'une nation, mais que l'État a été construit progressivement par, dit-il, un certain nombre d'agents sociaux, en particulier des juristes, qui ont édifié un ensemble, je cite encore, un ensemble de ressources spécifiques autorisant leurs détenteurs à dire ce qui est le bien pour le monde social dans son ensemble. On trouve un peu de cela dans la genèse de l'État dynastique chinois, sauf que les agents sociaux en question ne sont pas des juristes qui se seraient basés sur les ressources d'un équivalent quelconque du droit romain pour créer une fiction de droit, pour créer l'État donc. Ce sont des lettrés, des gens dont le capital est d'abord académique et culturel, et qui ont édifié sur cette base une représentation puissante de l'organisation de la société, de ses fondements culturels, de la distribution des rôles, des droits et des devoirs du souverain et de ses agents, etc. Ont-ils, je cite encore, transformé du particulier en universel, pour reprendre une autre formulation de Bourdieu, peut-être au sens où une vision portée à l'origine par un groupe très minoritaire d'intellectuels qui n'avait nullement le monopole de la pensée et du discours, et encore moins du pouvoir, s'est dans le longtemps imposé à la totalité du corps social, même si la compétition n'a jamais disparu entièrement, et je pourrais longuement élaborer là-dessus si j'avais le temps. Cette vision, c'est ce qu'on appelle par convention le confucianisme, par quoi j'entends ici un ensemble de valeurs, d'impératifs de comportement, comportement individuel, comportement dans le cadre du système de la parenté, comportement politique, cette triade est centrale à l'idéologie confucianiste, de hiérarchie sociale et fonctionnelle, d'intérêts sectoriels, mais aussi un folklore, des héros culturels, des références historiques, que sais-je. Et de manière importante, cette vision a été très tôt cooptée par les régimes dynastiques qui se la sont en fin de compte
totalement appropriée. Comme je le suggérais à l'instant, cette vision s'est combinée plus ou moins aisément avec une vision en grande partie différente dont j'ai déjà parlé, celle donc qu'on appelle toujours par convention le légisme. Plus ou moins aisément et non sans acrimonie, car la lutte, je cite, la lutte symbolique entre une pluralité de visions privées pour construire la vision du monde social légitime et pour l'imposer comme universelle, dont parle Bourdieu à un moment, n'a jamais vraiment cessé. Mais il reste que la concentration des instruments de légitimation et le développement d'un appareil symbolique entourant le pouvoir royal, toujours des expressions de Bourdieu, toujours d'après Bourdieu donc, qui font partie de sa genèse mythique de l'État, se sont incontestablement faites au profit du confucianisme, de son discours et de sa vision du monde. Pas d'un seul coup, mais très tôt, par la concentration et l'appropriation du pouvoir de nommer, et par la marginalisation au moins symbolique des alternatives. Des alternatives religieuses, par exemple, sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, mais aussi et surtout, à mon avis, de la vision alternative du légisme, en tout cas sous sa forme la plus systématique et la plus intolérante. La vision qui s'est imposée joue plutôt de la violence symbolique, si c'est dans ces termes qu'il faut le dire, plutôt que la coercition, l'éducation. Et à ce sujet, je trouve que la notion d'obséquium, introduite quelque part par Bourdieu d'après Spinoza, se transpose assez bien. Je cite, « le conditionnement par lequel l'État nous façonne à son usage et qui lui permet de se conserver », ou encore le respect qui s'adresse à l'État ou à l'ordre social. Il faudrait retracer ici la longue genèse d'un équilibre entre public et privé qui s'est cristallisé surtout à partir de la dynastie des Song au XIe siècle. Les Song marquant en Chine le véritable début de l'État bureaucratique moderne, c'est-à-dire débarrassé des éléments militaristes et féodaux qui avaient repris le dessus pendant ce qu'on est convenu d'appeler en Chine l'époque médiévale. Il faudrait aussi parler du rôle central des rites et de tout ce qui est subsumé par le terme « li », qui concerne non seulement les rites, les rituels dans le sens formel du terme, mais aussi les règles de civilité, le fonctionnement de la famille, etc. La fonction pédagogique de l'État, qu'elle soit confiée à ses propres agents ou déléguée à d'autres, est considérée comme absolument centrale. Il s'agit bien pour l'État de civiliser les masses, pour les façonner à son image, et l'un des principaux vecteurs de cette pédagogie, ce sont les écoles, publiques pour les apprentis lettrés, privées ou charitables pour le reste. Et la visée est bien celle d'un accès universel aux valeurs promulguées par l'État par le canal des textes, même les plus élémentaires, réputés les véhiculer. Ce qui implique d'encourager l'alphabétisation, et à ce sujet, je ne puis m'empêcher de mentionner les témoignages d'observateurs européens de la Chine au XIXe siècle, que j'ai étudiés et qui sont unanimes à admirer un niveau d'instruction, même dans les campagnes, que l'Europe pourrait bien envier à la Chine. Voilà donc, je m'arrête là, quelques remarques très limitées. Inutile de dire que j'aurais eu beaucoup plus à dire sur la façon dont ces 3 années de cours tellement riches et souvent tellement provocatrices m'invitent à repenser ce que je peux connaître de l'expérience historique chinoise. Et me font regretter, faut-il le préciser, de ne pas pouvoir poursuivre le dialogue qui s'est interrompu il y a 10 ans. Je vous remercie. Nous regrettons aussi ce dialogue qui ne s'est pas poursuivi, mais nous allons néanmoins voyager dans l'espace pour nous transporter vers la Grande-Bretagne et la France et l'État européen. Jean-Philippe Jeunet, à vous. Merci. Donc, moi aussi, j'ai lu ce livre avec à la fois intérêt, plaisir et émotion, parce que, évidemment, il me fait revenir à l'esprit des conversations que j'ai eues avec Pierre Bourdieu, qui m'a fait l'honneur d'être à mon jury de thèse, ce qui, c'est pas terminé par de grands compliments. Et il m'a essentiellement dit qu'il trouvait tout ça très compliqué. Alors, je ne pense pas que c'était forcément un compliment à mon égard. Mais enfin, bon. Toujours est-il que pour un historien, c'est toujours passionnant de revenir sur un tel travail, parce que pour les historiens, c'est effectivement l'article de Pierre Bourdieu sur le pouvoir symbolique qui très souvent a été un point de départ des réflexions et nous a permis à nous, en tout cas, d'essayer de faire nôtre une partie de la pensée et des démarches de Pierre Bourdieu. Évidemment, une lecture qu'on a pu poursuivre par d'autres livres, le livre sur le langage et pouvoir symbolique, et puis également, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la théorie des champs que nous sommes nombreux à avoir utilisé et à nous être appropriés. Mais la lecture du cours
offre beaucoup d'autres aperçus. Et en particulier, pour un historien, c'est très intéressant de voir comment quelqu'un qui n'est pas historien lit les historiens. Et cette lecture des historiens par Pierre Bourdieu est peut-être la première chose qui m'est apparue fascinante. D'abord, j'ai trouvé qu'il était très dur à l'égard des sociologues. Voilà. Et très indulgent en général à l'égard des historiens. Je pense que nous, en tant qu'historiens, on ferait peut-être une lecture inverse des uns et des autres. Je pensais en particulier qu'il était très méchant avec Perry Anderson, dont le livre a quand même un mérite énorme, même si les fautes de conception que dénonce Bourdieu sont réelles. Perry Anderson a très très bien analysé et utilisé la documentation historique. Peut-être mieux parfois que Bourdieu lui-même. Donc là, je trouve qu'il est un peu injuste. En revanche, j'ai trouvé qu'il rendait justice à un livre que j'ai toujours trouvé remarquable et que j'ai lu quand il est paru, celui de Philip Corrigan et Derek Sayer, qui est The Great Arch, qui est un livre absolument remarquable. Et c'est un des grands regrets que Philip Corrigan n'ait pas pu poursuivre son travail. De même, il a lu et bien lu un historien qui est Kantorowicz, mais est-ce qu'on peut dire que Kantorowicz est un historien? Parce que c'est un peu tout à la fois, et donc on ne peut pas le réduire à être un historien. Il a lu et s'est inspiré beaucoup de Georges Duby, et je sens que derrière beaucoup de ces phrases, il y a des discussions avec Duby qui reviennent, et je pense que Duby a été un inspirateur pour le meilleur de Pierre Bourdieu. Même chose à l'égard de Le Goff. Mais parfois, on a l'impression qu'il ne se rend peut-être pas très bien compte de ce que c'est que le vrai métier de l'historien. L'historien, c'est quand même d'abord quelqu'un qui va vers des sources, qui essaie de les lire, de leur donner un sens. Et je vous prie de croire que quand vous tombez sur certaines sources d'archives, le sens de ces sources n'est pas du tout évident à la première lecture. Il faut tout reconstruire. Et ce travail-là, il ne l'évoque, pour ainsi dire, jamais. Et en revanche, il accorde beaucoup de crédit à certaines réflexions générales d'historiens qui, à tout prendre, sont peut-être pas si passionnantes que cela. Je dirais que les historiens, eux aussi, veulent être des généraux. Ils citent la phrase de Virginia Woolf qui dit que les idées générales sont des idées de généraux. Ben, les historiens sont parfois aussi des généraux, et je les trouvais parfois très indulgents devant des concepts ou des idées qui n'en sont peut-être pas. Hein, quand ils parlent des États dynastiques, par exemple, de Richard Bonnet. Richard Bonnet est un éminent spécialiste des finances, et il décortique un budget comme personne. Mais je ne suis pas sûr que les États dynastiques, ce soit une idée aussi géniale que cela. Et je trouve que Pierre Bourdieu lui accorde certainement beaucoup trop d'importance. Mais j'ai surtout été heureux de retrouver là, dans ce livre, des questions qui sont au cœur de ma propre réflexion et de plusieurs des personnes avec lesquelles j'ai partagé ces programmes sur la genèse de l'État moderne. Je le cite, page 256, quand il dit « Le fondement des choses qui nous apparaissent les plus fondamentales, les plus réelles, les plus déterminantes en dernière analyse, n'est-elle pas des structures mentales, des formes symboliques, des formes pures, logiques, mathématiques ?» Mais en même temps qu'il fait cela, il montre de façon, je dirais presque un peu paradoxale ou contradictoire, que ces formes sont toujours construites par la mémoire et surtout, bien sûr, par l'éducation à laquelle il accorde énormément de place. Et on retrouve là, évidemment, tout le problème de la violence symbolique, ou plus généralement, parce que violence symbolique revient, mais je pense que c'est presque un peu une boutade pour s'aligner sur la formule de Max Weber, tout simplement du pouvoir symbolique, même si c'est revenir peut-être à un article sur lequel il a d'ailleurs des arrière-pensées, hein, puisqu'il dit que sa pensée a pas mal évolué par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est revenir sur 3 points qui me sont apparus à cette lecture essentielle. D'une part, revenir sur les programmes Genèse qu'il a lus, qu'il a connus, pour lesquels j'avais fait un article aussi dans les actes de la recherche en sciences sociales, donc j'en avais beaucoup discuté avec lui. Ensuite, je voudrais m'arrêter sur un point qui me paraît crucial et qu'il ignore. Je pense qu'il ne l'ignore pas, mais qu'il ne veut pas traiter, et qui est le problème de l'Église. Il ne commence à parler de l'Église qu'à la page 527, alors que si on s'interroge sur la genèse de l'État, je dirais presque que c'est par là qu'il faut commencer. C'est le point de départ de tout.
la Chine offre d'ailleurs un parallèle intéressant, parce qu'on peut dire qu'après tout, si tout le jeu des valeurs vient du confucianisme en Chine, tout le jeu des valeurs vient de l'Église en Occident et pas du tout de l'État. Donc le pouvoir symbolique de l'État, il ne se comprend que par rapport à la façon dont va s'effectuer un partage et une répartition des tâches par rapport à l'Église. Mais ça, c'est un problème général, parce que Habermas, de façon éclatante, et même Max Weber et Elias ont le même problème par rapport à l'Église. Et ça pose aussi un problème par rapport à l'usage du terme de moderne et de modernité, puisque, justement, pour beaucoup de gens, on ne peut parler de modernité que quand il existe une notion qui est celle de la laïcité, à partir, en gros, des Lumières. Et donc là, ça repose, pour l'historien qui travaille sur le long terme, ça repose toute une série de problèmes. Et puis, je conclurai très brièvement sur la question de la construction des objets historiques. Alors, je reviendrai d'abord sur le programme Jeunesse de l'État moderne, qu'il cite souvent, mais qu'il critique, à juste titre, pourquoi pas, mais dont peut-être il ne fait pas ressortir tous les aspects. Je ne lui en fais pas grief. La bibliographie, finalement, est très compliquée parce qu'elle s'éparpille sur plus d'une vingtaine de volumes maintenant. Et à part l'article des actes de la recherche en sciences sociales, il n'y a pas de vraie synthèse sur les débats ou les non-débats, je dirais presque, qu'il y a eu dans la communauté historienne à ce sujet. Alors, le modèle de l'État moderne tel que je l'avais proposé lors de ces 2 programmes internationaux et sur lesquels je continue à travailler, il est relativement simple. Et je dirais qu'en soi, il n'est pas extrêmement révolutionnaire. C'est simplement prendre au sérieux la naissance de l'État qui est le nôtre, c'est-à-dire celui sous lequel nous vivons aujourd'hui, qui s'est répandu un peu partout sur la surface du globe, comme étant un État qui a une origine médiévale, qui se construit dans le temps long. C'est pourquoi j'emploie le terme genèse et pas naissance. C'est quelque chose qui se fait dans la lenteur, et dont le moteur est assez facilement identifiable. Ce moteur, il n'est pas très joli à voir, et c'est pour ça que très souvent, les gens qui ne sont pas historiens refusent de le voir. Ce moteur, c'est le couple guerre-impôt. Guerre-impôt parce que la guerre est la meilleure façon de demander l'impôt. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre économique. Enfin, on essaie de nous transformer quelque chose en guerre pour qu'on ait l'air de devoir faire des efforts pour une raison valable. Mais ça serait, reconnaissons-le, bien plus commode si nous faisions une bonne guerre à l'ancienne avec l'Allemagne ou avec le monde arabe ou avec je ne sais qui. Là, tout le monde paierait sans discuter. Bon, en tout cas, au début, on n'avait pas les moyens que l'on a aujourd'hui pour convaincre les gens, et donc la guerre était inévitable. Et par ailleurs, la guerre, à partir du moment où elle devient une structure et non plus un événement plus ou moins fortuit, mais une structure qui est liée à la concurrence entre les États pour la domination territoriale, et donc ceci c'est associé à une vision du territoire qui est celle qui est héritée du droit romain. C'est une structure qui se met en place en Europe dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Eh bien, à partir de ce moment-là, à partir du moment où la guerre est permanente, l'impôt va avec. Mais ce qui fait le propre de l'État moderne, c'est que cet impôt est un impôt consenti, c'est-à-dire que c'est toujours par une négociation avec le corps social, j'emploie à dessein le terme de corps, ou plus précisément, parce que c'est plus facile à analyser comme cela, avec la société politique, que l'impôt est établi. Et ça va rester une constante jusqu'à nos jours. Nous sommes toujours là. Bien. Alors, là-dedans, il y a quand même 2 points clés pour comprendre cette sociogénèse, 2 notions qui, je pense, sont cruciales. L'idée, précisément, de société politique qui passe, pour le monde médiéval, par la notion de commune, c'est-à-dire la notion de communauté. Alors, la commune, c'est n'importe quoi. Il peut y avoir une commune au sens actuel presque, ou une petite commune, ou une commune d'une ville. C'est une communauté jurée. Donc c'est quelque chose qui passe par le serment, qui est sacralisé par le serment, et c'est quelque chose qui passe par la notion de faire corps. Et donc l'idée du corps est absolument consubstantielle, du corps social, est absolument consubstantielle à cette idée de commune. J'y reviendrai tout à l'heure. La commune peut être évidemment à une échelle beaucoup plus vaste, et je rappellerai que le premier grand texte constitutionnel
qui n'en est en fait pas un, qui est la Grande Charte de 1215, nous revoilà dans l'histoire anglaise, est un texte qui est une négociation entre le roi et la commune d'Angleterre. La commune d'Angleterre, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les barons, parce que les barons, au sens anglais du terme, ce sont les tenants en chef du souverain, c'est-à-dire ce sont les vassaux, et tous les autres sont les vassaux des vassaux. Donc, si on dit la commune, ce sont tous les barons, bien sûr, c'est 200, 250 individus, mais à travers ces 250 individus, c'est évidemment tout le corps social qui est impliqué. Alors, évidemment, la communauté va changer de nature très rapidement, et peu à peu, dans le courant du XIIIe siècle, va apparaître la notion d'institution représentative, avec des représentants qui sont doués de pouvoir, non pas, et là aussi c'est Bourdieu caricature parfois un peu les historiens ont tendance à dire Philippe le Bel a fait ça, ou Philippe III a fait ça, le pauvre il n'a rien fait, mais enfin bon, peu importe. En fait, c'est une façon d'aller vite, hein. Bien sûr, on sait bien que Philippe le Bel ne s'est pas levé et en se rasant le matin devant son miroir a dit je vais créer l'État moderne, c'est évidemment pas ça. L'État moderne, c'est quelque chose qui est créé par la société, c'est une sociogénèse, hein, et le roi ne fait qu'activer ces mécanismes. Et donc, effectivement, la représentation, qui est cruciale dans le système de l'État, elle vient du fait que le roi entend avoir en face de lui des procureurs. Pourquoi des procureurs ? Non pas parce qu'il veut que tous les gens soient réellement représentés dans l'Assemblée, mais il veut que les gens qui lui accordent l'impôt, quand ils rentrent chez eux, on ne puisse pas dire « Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord avec l'impôt, je ne suis pas d'accord avec monsieur Untel qui est venu à l'Assemblée. » Non, celui qui vient à l'Assemblée, parce qu'il est un procureur et qu'il a le pouvoir de procureur, il engage tous ceux qu'il est censé représenter, même ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, on va dire, c'est une avancée démocratique, mais en fait, vous voyez bien pourquoi cette avancée se présente comme ça. Ce n'est pas du tout pour des motifs démocratiques. Bon, c'était juste un exemple pour montrer que les choses se font comme ça. Et je pense que là-dessus, Pierre Bourdieu dit des choses très, très justes, parce qu'il est extrêmement hostile à la vision descendante de la création des institutions et du fonctionnement de la société et de l'État qu'ont beaucoup. Il est de même très hostile à la vision immatérielle, intellectuelle, d'une espèce de création. Et là, il a des mots très durs à l'égard de François Furet et de sa vision de la Révolution française. Et je pense qu'il a, sur ce plan, tout à fait raison. Il ne se méfie peut-être pas tout à fait assez de l'histoire des idées, mais ça, c'est une autre question. Alors, ce premier point me permet aussi de souligner une chose qui est souvent une erreur, et qui est plus d'ailleurs l'erreur de Norbert Elias ou de Weber même que de Bourdieu lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre tel ou tel type d'organisation sociale et l'État. Ce lien n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que l'État se développe quelle que soit l'organisation sociale. Les origines de l'État, et c'est bien pourquoi l'État a pu se développer, sans ça, il n'aurait jamais pu se développer. L'État s'est fait par la féodalité. C'est le lien féodal entre le souverain et le monarque, le lien entre des seigneurs féodaux et le territoire, à partir d'un moment où ils ont dû passer de la domination des hommes à la domination des terres. Ce sont tous ces liens qui ont mis en marche le mécanisme de l'État. Puis après, ce sont d'autres que les féodaux, on a parlé des juristes, et ainsi de suite. Ce sont d'autres personnages qui ont fait fonctionner le mécanisme. Et d'ailleurs, si on fait une critique de l'État moderne contemporain, et là, dans les premiers travaux sur la jeunesse de l'État moderne, on avait travaillé avec des gens comme Bertrand Badi ou Jean-François Bayard. Si on fait un peu l'analyse de ce qui s'appelle État, ou ce qui se présente avec des formes caractéristiques de l'État moderne, je ne sais pas, des assemblées représentatives, des élections démocratiques, entre guillemets, si vous voyez tous les États qui ont ces dehors affichés, vous voyez bien que l'état réel des sociétés de ces différents États est complètement différent, et ce sont des structures sociales tout à fait différentes. Alors, ça, c'était le premier point en ce qui concernait cette idée de sociogénèse. Le deuxième point, qui est également essentiel dans ce développement de l'État, c'est la notion de légitimité. C'est-à-dire que la levée de l'impôt fonctionne, et quand je dis qu'elle fonctionne, ça veut dire qu'elle est rentable, c'est-à-dire qu'elle a une rentabilité. C'est pour ça qu'on passe par ce type d'impôt, parce qu'il permet d'avoir une rentabilité bien plus forte que la taxation féodale classique, ou que le système de dons et d'exactions qui était de fait la fiscalité réelle des souverains féodaux. C'est qu'il repose sur la légitimité, sur le fait que la demande de l'impôt est légitime. Elle est légitime pourquoi ? Parce qu'elle est faite pour la guerre, et parce que la guerre est légitime.
La notion de la guerre légitime, c'est une construction pontificale qui a été faite pour la croisade. Et c'est cette construction qui est transposée au niveau de l'État, le souverain intervenant pour défendre les biens de ses sujets. Oh, c'est pas pour lui, hein, c'est pour ses sujets. Et si le développement politique de l'Angleterre a été si précoce et si efficace, c'est parce que sur ce point, il y a une contestation fondamentale entre la commune d'Angleterre et le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, c'est un roi empereur. C'est un roi empereur parce qu'il est roi d'Angleterre, il est seigneur d'Irlande, il prétend dominer le Pays de Galles et l'Écosse, mais surtout, il est duc de Normandie, il est comte d'Anjou, il domine la Bretagne, il domine l'Aquitaine, son pouvoir s'étend du comté de Toulouse au nord de l'Écosse. Or, c'est pour mener les guerres, pour maintenir toute cette construction impériale, qu'il va vouloir utiliser les ressources fiscales de l'Angleterre. Les Anglais n'ont jamais aimé payer d'impôts, hein, pas plus eux que les autres. Donc, leur problème a toujours été de dire on veut bien payer s'il s'agit de nous défendre, d'accord, c'est légitime, mais s'il s'agit d'aller rechercher les territoires personnels du souverain en Aquitaine ou en Normandie ou en Irlande, là, c'est une autre affaire. Et c'est ça qui a été le moteur qui a développé le système, je mets entre guillemets, constitutionnel anglais, puisque, comme chacun sait, l'État anglais est le seul qui n'a pas de constitution. Hein. Donc c'est aussi un des paradoxes de la chose. Donc, voilà, légitimité parce que la guerre doit être légitime, et légitimité parce que celui qui demande l'impôt est légitime. Et ça, c'est un autre problème. Est-ce que celui qui demande l'impôt a la légitimité pour le faire? Et c'est là où on va retrouver des choses comme, par exemple, l'État dynastique, ou toutes ces choses-là. Mais bien évidemment, ce sont toujours des fictions, parce qu'en dernière analyse, le roi est toujours quelque part l'élu. Les rois de France, par exemple, l'origine, ce sont des rois élus. Capet a été élu par ses pairs. Et c'est si vrai que jusqu'au règne de Philippe Auguste, les rois de France se sont toujours obstinés à faire sacrer leur fils de leur vivant pour éviter justement que la succession soit mise en contestation. Les rois d'Angleterre, il y a plusieurs révolutions, la révolution lancastrienne, etc. Voilà, il y a sans arrêt des révolutions. Et puis on arrive à l'éviction des Stuarts pour les Hanovres. Et les Hanovres ont eux-mêmes un cheminement dynastique très curieux. Les rois de France... je suis désolé, mais le vrai successeur de Philippe le Bel, c'est le roi d'Angleterre, Édouard III. Comme chacun sait, alors ça, c'est une chose qu'on ne doit pas dire dans l'histoire de France. Mais enfin, bon, Philippe VI de Valois, d'abord, il y avait eu un premier coup d'État qui est celui de Philippe V. C'est la loi salique, elle ne vient pas du tout d'Édouard III et de Philippe VI. Elle vient du coup d'État de Philippe V contre la fille de son frère aîné, Louis X. Bon, alors après, elle a été reprise au moment de Philippe VI. Mais quand on demande aux gens pourquoi ils ont désigné Philippe VI et pas Édouard III, la réponse, c'est parce qu'il est du pays. Et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont pris quelqu'un qu'ils considéraient comme un roi français pour prendre quelqu'un qu'ils considéraient comme un roi anglais. En fait, Édouard III, il est le petit-fils de Philippe le Bel, en ligne directe, il n'y a aucun problème. Hein. Mais voilà. Donc, Philippe VI est un roi élu, mais à cause de l'importance de l'idée dynastique, du sang royal et tout ce que vous voulez, il ne fallait surtout pas le dire. Donc c'est une chose cachée. On retrouve là cette capacité de l'État à nous faire croire des choses en réalité qui sont totalement incroyables. Bon, alors, pour cette construction de la légitimité, je pense que c'est un point essentiel, bien sûr, et c'est un point essentiel surtout si on fait, et là je regrette que Pierre Bourdieu n'ait pas songé à le faire, c'est-à-dire que il faut peut-être, pour comprendre cela, surtout qu'il avait un collègue au Collège de France qui a écrit des choses magnifiques là-dessus, qui est Gilbert Dagron. Et dans les livres de Gilbert Dagron, on trouve beaucoup de réflexions là-dessus. Au fond, tout le problème en Occident, alors là, on n'est pas en Chine, hein, il y a une coupure, si vous voulez. Le problème, c'est la succession de l'Empire romain. Il y a un État moderne, mais cet État moderne, il naît d'une coupure. Et au départ, il y a ce souvenir, parce que le souvenir est toujours là, la mémoire. Il y a la mémoire de l'Empire romain. Et les trois entités qui sont issues de l'Empire romain ont chacune adopté un système politique finalement différent. L'Empire romain chrétien s'est perpétué avec l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'est un système dans lequel l'empereur, parce qu'il est le magistrat, domine la vie politique. Et le patriarche et son substitut
sur le point politique. Il est seulement son second, si vous voulez, mais en même temps, il l'empêche d'être purement saint ou sacré. C'est un point que remarque très bien Gilbert Dagron. L'empereur byzantin, il n'est jamais saint. Il n'y a pas d'empereur saint, alors que dans sa titulature de magistrat, il est agios. Il est saint par sa position, mais il ne peut pas être saint en tant que personne. Il y a une coupure qui fait qu'on coupe les deux choses. L'empereur a une position supérieure, mais il ne se mêle pas d'un certain nombre de caractères. Alors, évidemment, ça ne marche pas très bien. Chacun sait les crises de l'iconoclasme, tout ce que vous voulez. Bon, je vous renvoie à l'histoire byzantine. Il y a le modèle islamique. Alors, le modèle islamique, c'est différent, avec deux types de souverains. Le souverain calife, qui est donc là, lui aussi, un souverain charismatique, sacré, qui transmet une puissance divine. Puis il y a le souverain qu'on dit malik, qui est, lui, porteur simplement d'une force et d'une légitimité qui vient du fait qu'il est en position. Il est, en quelque sorte, consacré par le succès politique. Ni dans un cas ni dans l'autre, la question de la légitimité n'est posée dans les mêmes termes qu'en Occident. Parce qu'en Occident, et c'est là où j'arrive à mon troisième terme, en Occident, il y a un dédoublement qui se fait avec deux puissances, qui sont deux puissances universelles, qui vont entrer en compétition, la puissance du pape, la puissance de l'empereur. Et la puissance des souverains, c'est-à-dire ceux qui vont créer l'État moderne, elle ne va pas venir au niveau de l'empereur, ça c'est impossible, puisque c'est un pouvoir universel, elle va venir au niveau des rois, des reges auxquels le pape lui-même a consenti une sorte de délégation de pouvoir temporel. Parce que le pape ne peut pas se mêler de verser le sang, il ne va pas assassiner, il ne va pas exécuter, il va le faire faire, hein, enfin il ne va pas le faire directement. Et puis, parce que le pape est ravi de faire des souverains, des empereurs, pour lutter contre le pouvoir universel de l'empereur. Donc, très tôt, dès le début du XIIIe siècle, le roi est empereur en son royaume. Et évidemment, les rois vont s'en souvenir. Et ils vont utiliser tout ce qu'ils peuvent comme moyen pour effectivement utiliser cette consécration, ce caractère sacré, mais toujours avec des limites. Bon, ça, j'ai traité de ça dans un long article, mais Dagron le dit avec les mêmes termes, c'est-à-dire le rapport entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel du souverain, c'est toujours une sorte de comme si, avec le sacre du souverain ou le miracle des écrouelles, le roi de France guérissant les malades de cette maladie qui est en fait un ganglion tuberculeux. Effectivement, on guérissait puisque c'est un ganglion. Quand le ganglion perce, le malade ou bien est sauvé ou bien meurt, mais il ne meurt pas en apparence du ganglion. Donc tout est sauvé et ça marche très bien, ça fonctionne très très bien comme miracle. Donc le souverain joue de ça, mais en même temps, les écrits théoriques des clercs qui font ça disent très bien qu'ils n'y croient pas du tout et que, évidemment, le roi n'a pas en réalité le pouvoir sacré qu'il croit avoir. Alors on en vient bien sûr au problème, c'est le deuxième point sur lequel je voulais intervenir. On en vient au problème de l'Église. Alors, l'Église, c'est un problème qui est plus compliqué, si vous voulez, parce que pendant longtemps, le problème de l'État se confond complètement avec celui de l'Église. C'est là où, par exemple, je pense que la théorie de l'espace public de Jürgen Habermas est à la limite aberrante, parce qu'il dit il y a espace public à partir du moment où il y a une distinction entre l'espace public et l'espace privé à partir du moment où il y a une sphère du public qui se dégage, qui va être la sphère dans laquelle on va pouvoir parler librement sans la contrainte ni de l'État ni de l'Église. Mais l'espace public, il existe à partir du moment où existe l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est l'assemblée de tous les chrétiens, qui est une assemblée mystique, mais réelle à la fois. Et bien sûr, il y a toute l'ambiguïté qui tient au double terme d'ecclésia, hein, c'est à la fois l'Église en tant qu'institution et l'Église en tant qu'ensemble de tous les chrétiens. Mais l'idée de cette Église en tant qu'ensemble de tous les chrétiens, elle est extrêmement présente au Moyen-Âge, et c'est une idée qui supporte précisément la conception et la conscience du corps et de l'incorporation. Parce que, et ça c'est évidemment tout à fait chronologiquement
et c'est toujours le problème des historiens. Hein. Les historiens, ils pensent au temps, moi pas assez apparemment, mais ils pensent toujours au temps et à la chronologie, c'est-à-dire que cette naissance de l'État se fait au moment où la papauté est en train d'instituer précisément le corps de cette ecclésia, et il le fait avec une innovation théologique qu'on conçoit très mal, nous, comme innovation théologique, ne serait-ce que parce que on a tous des vagues restes de catéchisme ou de choses comme ça. On ne se rend pas compte de l'événement révolutionnaire que ça a pu représenter. Ce quelque chose, c'est l'Eucharistie. Le fait de la communion, qui est quelque chose qui apparaît au XIIe siècle, qui n'est pas quelque chose qui vient de l'Église ancienne. Avant, on commémorait la mort du Christ et la dernière scène en partageant le pain et le vin. Au XIIe siècle, on dévore le corps du Christ. On fait partie du corps du Christ. Et par là, on devient une partie du corps du Christ, qui est le corps de l'Église. Cette notion de corps, de force communautaire est extrêmement forte. C'est quelque chose d'entièrement neuf qui apparaît dans le monde occidental. Et bien évidemment, on revient là sur un point qui est tout à fait essentiel pour moi, c'est que l'Église et l'État, au-delà de la lutte des deux glaives, tout ce qu'on a écrit là-dessus, ce ne sont pas deux formes antinomiques. Or, justement, beaucoup d'historiens, et à partir d'eux, malheureusement, les sociologues, ont eu tendance toujours à voir ça comme ça. Pourquoi c'est pas antinomique ? Parce que tout simplement, l'Église et l'État, c'est la même chose au début. Tous les hommes qui font l'État, ces fameux bureaucrates, on voit des gens avec des manches de Moleskine, une calotte, dans des ministères poussiéreux. Mais les bureaucrates, qu'est-ce que c'est ? C'est les gens qui savent écrire, qui manient l'écrit, qui créent l'archive, qui créent la mémoire écrite. Ces gens-là, pendant tout le XIIe et le XIIIe siècle, et encore une bonne partie du XIVe et du XVe siècle, et il y a encore des suites jusqu'au XVIIe et au XVIIIe, ce sont des ecclésiastiques. Ce sont des gens qui sont payés par l'Église, et ce qui est très avantageux pour l'État, parce que ça lui évite d'avoir à les payer. Le roi de France, il paye ces gens avec des bénéfices de chanoines dans le chapitre cathédrale de Paris, de Laon, d'Amiens, etc. Et le roi d'Angleterre fait exactement la même chose. L'empereur ne le fait pas, parce qu'il n'y a pas d'État. C'est tout à fait différent. Et c'est bien pourquoi on parle toujours de la France et de l'Angleterre. C'est parce que c'est là que c'est parti, et après, c'est quelque chose qui s'est propagé. Alors, je terminerai encore sur un point. La deuxième chose, c'est à côté du personnel, c'est le système des valeurs, dont on a parlé tout à l'heure avec le confucianisme. Ce n'est pas l'État qui a créé des valeurs, ce n'est pas les rois. Les rois, ils sont simplement des bons chrétiens, et à la limite, ils sont nobles. Enfin, ils sont de bons chrétiens, plus ou moins, mais enfin, ils font semblant, la plupart du temps. Et donc, le système des valeurs, ce système des valeurs qui va faire fonctionner les processus de légitimation, ce n'est pas l'État qui l'engendre, c'est l'Église. C'est l'Église qui assure l'éducation. C'est elle qui assure la reproduction de ce système de valeurs et qui le diffuse de façon tout à fait systématique. Quand Bourdieu, j'avais noté une citation, mais je ne sais pas si je la retrouverai dans la pagaille de mes notes, dit l'État dit c'est comme ça et c'est ainsi. Il a tout à fait raison, c'est le pouvoir de l'État de faire ça, sauf que au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, c'est d'abord l'Église, et à travers l'Église, c'est l'État, puis peu à peu, c'est les deux, et puis finalement, c'est l'État parce que le corps social finit par dire mais l'Église, c'est pas à elle de le dire, c'est plutôt à d'autres institutions et à d'autres organismes de le dire. C'est comme ça que se fait le glissement, parce que tout simplement, s'il n'y avait pas eu ce glissement-là, il n'y aurait pas eu tout simplement de possibilité de naissance de l'État, quelles que soient les exigences de la guerre. Et donc vous voyez là le lien qu'il y a entre les aspects institutionnels, les aspects matériels, et puis les aspects que Maurice Godelier appelle immatériels ou idéels. Et mon travail aujourd'hui, c'est un peu au fond d'essayer de travailler à la fois à partir de Pierre Bourdieu et de Maurice Godelier pour essayer de construire des objets historiques nouveaux. Objets historiques, c'est-à-dire ancrés dans des sources et des matériaux historiquement datables, parce que c'est toujours le vrai problème de l'historien, c'est ça, c'est la chronologie, c'est établir des calendriers, établir des successions, et puis travailler sur ces outils. Et évidemment, ces outils qu'il s'agit de construire, et ce n'est pas toujours facile, ce sont les systèmes de signes, que ce soit les systèmes de signes de la langue, de l'image,
des sons, de la musique, des liturgies, des rituels, tous ces ensembles de signes qui, tous ensemble, vont effectivement permettre de construire cette domination symbolique et ce pouvoir symbolique. Mais attention, un pouvoir symbolique dont l'historien, à la différence peut-être de beaucoup, et notamment des journalistes, peut-être dans la salle, dont l'historien sait qu'il est toujours susceptible d'être remis en cause par ce qui est à la racine de tout, c'est-à-dire la société politique. C'est-à-dire que tout État est mortel, toute construction politique et intellectuelle est mortelle, tout peut disparaître d'un moment à l'autre. Les révolutions, il y en a plein dans l'histoire, certaines ont réussi, d'autres pas, mais elles ont toujours fait des dégâts et ont toujours eu des conséquences. Merci. On a combien de temps là? Un quart d'heure. Donc il y a un quart d'heure pour des questions. Je pense que vous réfléchissez tous à vos questions. Moi j'en ai une simplement pour lancer le débat. À ma droite et à ma gauche, on n'a pas été d'accord dans la façon dont on a vu pour les sociologues le rôle des historiens et pour les historiens le rôle des sociologues. Alors je voudrais vous demander de revenir sur ce désaccord si vous le pouvez. Pourquoi vous trouvez que Pierre Bourdieu est gentil, n'est pas gentil? Il n'est pas gentil de mon côté. N'est pas gentil. Et pourquoi vous trouvez que Pierre Bourdieu est trop gentil avec les historiens? C'est pas que je trouve qu'ils ne soient pas gentils, sauf qu'il y a un agacement qui affleure, me semble-t-il, à toutes les pages. Les historiens font ci, oh, c'est pas les historiens qui feraient ça, les petits historiens, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est un peu épidermique. Bon, ça va pas beaucoup plus loin, mais ce que vous avez dit sur son ignorance son peu d'intérêt pour le métier d'historien est très juste. Et en fait, c'est ça, je crois, s'il y a une différence entre les deux métiers, c'est pas qu'il y en a un qui est plongé dans les sources et l'autre pas, parce que les sociologues ont aussi leurs sources, bien sûr, leur terrain, etc. C'est que c'est très différent. Et c'est vrai que plonger dans l'archive, moi, c'est ce que j'aime faire. Je suis vraiment historien jusqu'à la moelle. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire je me sens jamais plus heureux que quand je suis vraiment dans un paquet d'archives et que j'essaie d'en tirer du sens et de la chronologie, ce qui est la première chose. Et des fois, on n'y arrive pas. Et à partir de là, évidemment, il faut essayer de s'ouvrir l'esprit. On lit Bourdieu, et enfin, on le fait pas, justement. Tous les historiens ne le font pas. Et donc voilà, c'est une différence de sensibilité peut-être plus que de théorie, mais c'est aussi une différence de métier, d'habitude. Oui, mais moi j'ai le sentiment qu'on était plutôt d'accord, hein, c'est-à-dire que vous me parlez d'agacement, mais effectivement, moi j'ai plutôt l'impression qu'ils ne voyaient pas très bien ce que c'était. Et je n'ai pas bien sûr voulu dire que les sociologues n'ont pas de source, mais on voit très bien que Bourdieu est passionné par les problèmes techniques de l'enquête. Il en parle souvent. Et bon, l'historien est passionné par les problèmes plutôt techniques d'archives qui doivent le laisser complètement froid. Et ce qu'il y a aussi quand même qui est gênant pour les gens qui veulent utiliser les historiens, c'est que les historiens ont tendance toujours à chercher la chose unique et du coup ils sont impitoyables pour leurs lecteurs, c'est-à-dire qu'ils détaillent sans arrêt des choses qu'ils ont trouvées parce qu'on va un peu à la pêche au diamant, et quelqu'un qui veut une lecture rapide et aller vite au sens des choses, très souvent c'est fastidieux, c'est long, c'est embêtant, on ne voit pas très bien pourquoi. Pour le reste, je pense qu'il est trop gentil pour les historiens, parce que je dirais presque qu'au niveau des idées générales, les historiens sont des sociologues comme les autres, hein, donc il n'y a pas de raison d'être particulièrement gentil avec eux. Voilà. Ça, c'est une annexion. Oui, ben, si vous voulez.